Hello et bienvenue dans l'Escalier, le podcast qui te fait gravir les marches du quartier jusqu'au succès. Moi, c'est Lamia. Une semaine sur deux, je t'emmène à la rencontre de héros pas comme les autres. Ils sont cadres supérieurs, libéraux, artistes et j'en passe. Et ils ont tous 3 points en commun. Ils sont descendants d'immigrés, issus de milieux populaires et débordent d'ambition. On entend souvent que l'ascenseur social est en panne. Pourtant, ils sont la preuve que la réussite est accessible. Bon, on va pas se mentir, il y a eu des galères en chemin, mais ils sont toujours restés déter. Pour te guider dans ton orientation professionnelle, ils nous expliquent comment ils ont fait pour arriver là où on ne les attendait pas. J'espère que leur histoire t'aidera à écrire la tienne et devenir toi aussi le héros de ton quartier. Enfile tes meilleurs sneakers et prépare-toi à monter. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'inaugurer cette montée des marches avec Ibrahim Chalabi, a.k.a. Maître Chalabi, avocat pénaliste au barreau de Paris. Ibrahim, c'est l'histoire d'une métamorphose spectaculaire. D'origine algérienne et égyptienne et issu d'une famille modeste, rien ne le prédestinait à porter la robe. Après avoir intégré la Sorbonne, puis brillamment majoré l'examen du barreau et prêté serment en 2020, il a fait le choix audacieux de se mettre à son compte. Il exerce aujourd'hui son activité à Paris, dans un cabinet du 17e arrondissement. En véritable justicier des temps modernes, il partage ses avis juridiques sur Twitter avec ses 8000 abonnés, notamment au sujet de la laïcité et des violences policières. Ibrahim nous parle de son ego, le moteur de sa vie, de son cheminement vers sa vocation et sa passion pour Jacques Vergès. J'ai été impressionnée par son charisme, son amour pour ce métier qui lui va à merveille, et son sens profond de la famille. Je te laisse découvrir son histoire. Est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens ? Alors, pour commencer, moi, mon père est égyptien et ma mère est algérienne. Mon père est venu en France à l'âge de 20 ans. Ma mère est venue vers l'âge de 10-13 ans en France. Donc ils se sont rencontrés, je suis né peu après leur mariage. Et la petite particularité, c'est que moi, par la suite, dès ma naissance, on m'a transféré chez ma grand-mère. Et c'est elle qui m'a élevé. Jusqu'à mes 6-10 ans. C'est comme ma mère en réalité, ma grand-mère. Donc j'ai grandi en banlieue. J'ai jonglé un petit peu entre les Ulysses et Chelles. Chelles-Chantraine, dans le 77, c'est là où j'ai grandi. La plus grande majorité de mon temps. Et on vivait dans un HLM où il y avait ma grand-mère, mes oncles, mes tantes. On vivait un petit peu tous comme tous les enfants issus de l'immigration vivaient, c'est-à-dire un peu en famille, regroupés, tous au même endroit. Très bien. Alors, tes parents, ils sont arrivés très jeunes en France. Est-ce que tu peux nous dire les raisons pour lesquelles ils sont arrivés en France et comment est-ce qu'ils ont réussi à s'installer, quel métier ils ont pu exercer une fois arrivés en France ? Alors, moi, ma mère, elle a toujours été mère au foyer. Vraiment, ça n'a jamais changé. Et la raison pour laquelle elle est venue en France, c'est que mon grand-père est venu en France. Mon grand-père maternel, du coup. Il est venu en France parce que on lui avait proposé, parce qu'il y avait cette opportunité, parce qu'il avait fait aussi la guerre d'Indochine et que, grâce ou à cause de ça, il est venu en France par la suite. Donc il a pris avec lui ma grand-mère maternelle, il a pris quelques-uns de ses enfants, et il s'est rendu en France. S'agissant de mon père, lui, c'était juste par pure opportunité. Mon père est un vrai bosseur, donc il s'est dit, c'est pas dans mon pays, je vais pas y réussir dans mon pays. Parce que les infrastructures le permettent pas, parce que les études ne le permettent pas, parce que rien ne permet de s'échapper du carcan dans lequel on se trouve. C'est très compliqué. Tout fonctionne là-bas un petit peu, c'était le cas avant, ça l'est toujours aujourd'hui. Tout fonctionne soit au réseau, mais pas au réseau au sens français. C'est vraiment du pur pistonnage. C'est-à-dire que si on ne connaît pas un tel, on peut bien brasser de l'air, on peut faire des pieds et des mains autant qu'on veut, on n'y arrivera pas. Tout est une question à la fois de connaissance, mais pas de réseau, c'est de connaissance et d'argent. Si on n'a pas l'un et l'autre cumulé, ça ne marchera pas. Voilà, c'est prédestiné. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit, je vais aller en France, je vais travailler là-bas, je vais essayer de m'en sortir, de créer des sociétés ou de travailler dans un premier temps pour des gens. Généralement, les Égyptiens travaillaient soit dans le bâtiment, ils travaillent toujours dans le bâtiment, soit au marché, à vendre des fruits et des légumes. Moi, mon père a travaillé dans le bâtiment comme ouvrier, dans un premier temps, et ensuite il a ouvert sa société, on a ouvert d'autres, etc. C'est comme ça que ça a commencé. Quel rôle elle avait, ta grand-mère ? Mais ma grand-mère, c'était ma vie, c'est pas un rôle qu'elle avait, c'était ma vie tout entière qu'elle régissait. C'était juste ma vie, ma grand-mère.
Et je pense que tous ceux qui ont été élevés par leur grand-mère peuvent ressentir ça. C'est que c'est pas vraiment ta mère, c'est pas vraiment ta grand-mère, c'est un mix du meilleur des deux. Ça donne quelque chose de fantastique, où ta grand-mère est à la fois ta mère, mais comme elle est aussi ta grand-mère, elle t'engueule pas, elle te protège, elle te surprotège. Je veux pas dire qu'elle cède à tous tes caprices, mais elle est là pour toi, et c'est un amour juste inconditionnel et fou. Son rôle a été fondamental dans ma vie. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, alors j'ai 3 sœurs. Une qui est une sœur issue du premier mariage de mon père, donc avec ma mère, et 2 autres toutes petites issues d'un second mariage. Avec tout ça, tu étais quel genre d'enfant, tu penses? Alors j'étais le genre d'enfant très calme, je pense, hein, même trop calme. Donc assez renfermé, un peu timide, étrangement parce que moi mes oncles et mes tantes le sont absolument pas. Ils sont au contraire très extravertis, quand ils sortent, on les remarque, ils ont aucun mal à discuter avec les autres. J'étais moi très renfermé, très... c'est limite si je m'excusais pas d'exister, par moment. Vraiment, moi je me souviens très bien, pareil, pour revenir à ma grand-mère, qui me reprochait tout le temps et qui me disait « mais arrête de t'excuser pour tout et pour n'importe quoi ». Je sais pas pourquoi, mais c'était le cas. Je pense avoir beaucoup changé depuis, mais c'était le genre d'enfant que j'étais. Là où je ne t'ai pas tout dit dans mon caractère, c'est que j'avais beau être extrêmement renfermé, extrêmement timide, mais c'était même de la timidité maladive. Alors parler à une fille, je devenais tout rouge, vraiment rouge comme une tomate. C'était très problématique. S'il fallait se lever pour aller au tableau, j'avais les jambes qui flageolaient. C'était très compliqué. Donc c'est pas le genre d'enfant où on pourrait se dire ok, lui il va parler devant un juge, mettre une robe et défendre des gens. Maintenant, là où je ne t'ai pas tout dit, c'est que malgré tout ça, j'avais aussi énormément d'ego. Alors je vais pas te dire que j'ai ou que j'avais un ego surdimensionné, je sais juste que j'en avais un très grand et que je l'ai toujours cet ego-là. Et que cet ego-là, il m'a permis de me surpasser. Comment? C'est parce que forcément à l'adolescence, on est dans une période où les enfants sont un peu taquins. Et moi, je faisais pas partie de ces élèves aimés, appréciés ou populaires, entre guillemets. C'est con à dire, c'est bête, mais voilà. Donc, je me faisais très souvent, pas martyriser, faut pas déconner non plus, mais pointer du doigt. Ah, regarde comment il est, regarde comment il s'habille, parce que forcément, on n'avait pas beaucoup d'argent non plus. Donc, c'est une forme de harcèlement, un petit peu. Un petit peu, mais on s'en rend pas compte quand on est petit. On s'en rend pas compte. Après, je vais pas te dire que je vivais dans la misère non plus. Mes parents m'ont toujours fait sentir qu'on ne manquait de rien. Je pense que c'est l'une des plus grandes forces des parents, issus des premières ou secondes ou deuxième générations, c'est qu'avec peu, ils te faisaient juste des merveilles. Enfin bref, on m'a souvent moqué, c'est là où je veux en venir. Et mon ego, ça a été mon sauveur, littéralement. Ça veut dire qu'à chaque fois que on me pointait du doigt pour un problème en particulier, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que même à ce moment-là, que ce soit primaire, collège, même lycée, même si ça commençait à changer un petit peu là, je m'exprimais assez mal en réalité. Parce que je vivais aussi dans un milieu où mon père qui vient ici à 20 ans en France, forcément quand il va apprendre le français, il va partir sur des bases un peu compliquées, où il va avoir un accent, même si c'est pas ça qui est problématique, mais il va apprendre des termes, ou il va apprendre une grammaire qui est peut-être pas la bonne. Toi, en tant qu'enfant, tu vas t'en imprégner. Tu ne pars pas avec les mêmes bases que les autres. Toi, tu pars avec des bases qui sont déjà très fragiles en réalité. Tu pars sur des bases très poreuses. Tu bâtis quelque chose sur un sol qui est susceptible de s'écrouler à n'importe quel moment. Tu apprends à la fois du bon, mais aussi du mauvais de tes parents. Quand je dis tu apprends du mauvais de tes parents, je parle de la façon de s'exprimer. Non pas qu'elle soit fondamentalement mauvaise, mais grammaticalement, elle l'est pas. Oui, c'est aussi la richesse du vocabulaire. C'est ça. Les différents sujets qui sont évoqués à la Exactement, maison. voilà. C'est-à-dire que moi, mon père, il peut très bien parler de la littérature arabe, mais bon, pour parler de la littérature occidentale, j'avais pas ce soutien-là, cet appui-là. C'est pas les mêmes codes. Voilà. Donc, on part fondamentalement et nécessairement avec, entre guillemets, un retard. C'est pas un retard en soi, parce que le retard que l'on a sur un point donné, on le compense avec autre chose, autre part. Mais sur ce point, c'est un retard par rapport aux autres. Et moi, je l'avais ce retard. Culturellement, sur l'élocution, je bégayais, je bafouillais beaucoup, je n'arrivais pas à m'exprimer convenablement, même grammaticalement, je m'exprimais mal, je faisais des fautes. Bref, ça n'allait pas, ça n'allait vraiment pas. L'ego, c'est littéralement ce qui m'a sauvé. Vraiment. Je lui dois ma vie actuellement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'a permis de me lever à chaque fois qu'on m'a émis plus bas que terre. Parce que les mots blessent vraiment
on s'en rend pas compte, mais les mots, on s'en rend pas compte, on s'en rend compte. Mais c'est compliqué de jauger à quel point un mot peut être blessant pour une personne. Et moi, tout ça, ça a été fondamentalement blessant, ça a été vraiment marquant. Et à chaque fois, ça m'a mis plus bactère. Mais à chaque fois, je me suis dit, il est hors de question que je leur montre que cela m'a touché, que cela m'a affecté. Je ferai les efforts pour faire en sorte de ne plus avoir ce problème. Donc, par exemple, que ce soit avec l'élocution, ou la culture. À partir de maintenant, je vais lire un livre par semaine ou un livre toutes les 2 semaines et je vous montrerai d'ici quelques années qui s'exprime bien et qui a un problème ou qui a un retard au niveau de la culture générale ou de la culture littéraire. Et je me suis efforcé chaque semaine, lorsqu'on me disait, regarde, tu t'exprimes mal, regarde, tu fais ça mal, regarde, t'es moche, regarde ceci, regarde cela. Sur chaque point que l'on m'a ciblé, mon ego m'a tenu, vraiment, m'a empêché de sombrer, m'a empêché de partir en dépression, m'a empêché de m'effondrer totalement. Et d'accepter en tout cas les critiques des autres, et de me dire non, je vaux plus que ça. Et je vous montrerai que je vaux plus que ça. Et même, je vous montrerai même bien plus que ça. Je vous dépasserai tous autant que vous êtes. Et vous verrez d'ici quelques années, vous le regretterez. Alors, je le faisais pas par vengeance, mais c'était plus par challenge personnel de montrer que j'étais capable de le faire. Ça ne m'a pas amené à faire quelque chose de négatif, au contraire, ça a ramené quelque chose de très positif, puisque je n'ai pas fait du mal aux autres pour m'élever, je me suis juste auto-challengé moi-même. Mon seul ennemi à moi, à ce moment-là, c'était juste moi en réalité. Et c'est comme ça que moi j'ai construit les choses. Et c'est comme ça que je les construis encore actuellement. En me disant, quand je vais voir, je sais pas moi, tel avocat plaider ou autre, ou quand je me rends compte qu'une personne est meilleure que moi dans un domaine, mon ego n'est pas un moteur à ma jalousie. Je ressens pas de la jalousie. Je ressens peut-être de l'envie, de l'admiration pour telle ou telle personne, mais c'est jamais de la jalousie. Et ce qui va alimenter ça, c'est mon ego. À me dire, ah ouais, mais j'aimerais vraiment être comme ça. Il faut que je me donne les moyens d'arriver à ce stade, voire beaucoup plus, arriver encore plus loin que ce qu'il n'a fait lui. Donc, moi, je le dis et je le revendique même. Moi, mon ego m'a sauvé la vie. Vraiment. Ça m'a littéralement sauvé la vie. Ma vie est fondée, c'est construite autour de ce schéma. On m'a moqué pour un point. Je me suis dit, ok, je vais le régler ce problème. Si on ne m'avait jamais moqué, je pense que je serais jamais devenu avocat parce que j'aurais été dans l'incapacité de m'exprimer convenablement. Par exemple, pour te reprendre l'exemple un petit peu du collège, du lycée, forcément, il y a une période un peu compliquée financièrement avec ma famille, où même le 5 du mois, il n'y avait plus rien dans le frigo, c'était vraiment la merde. Très compliqué, tu vois, où tu vois ta mère arriver avec des sacs du secours catholique, du secours populaire, etc., où elle te le dit pas. Mais tu comprends, toi. Mais tu le vois, en fait, dans les yeux. Elle te dit, t'inquiète pas, mon fils, tout va bien. Mais tu sais très bien qu'en fait, rien ne va bien. Il y a rien qui va. Tu vois. Il y a quelque chose de, c'est là où je pense avoir grandi, c'est quand j'ai pris conscience que ma mère ramenait des courses. C'était pas des courses, c'est ce qu'on voulait bien lui donner. D'associations, des restos du cœur, du secours populaire, du secours catholique. Et tu te dis, ouais, tu choisis même pas ce que tu manges. C'est quelque chose de très humiliant. Tu te dis, en fait, on est vraiment, là, plus bactère, on est un peu plus, et il y a rien en réalité en dessous de nous. C'est triste à dire, c'est assez fort à dire. Mais ça, quand j'en ai pris conscience, ça m'a vraiment blessé. Je me suis dit, il est hors de question que je laisse ma famille dans cet état-là. C'est pas possible. Je peux pas juste ne rien faire et accepter ça. C'est particulièrement dur de voir dans les yeux de sa mère une apparence de joie, mais en profondeur, une infinie tristesse. Parce que forcément, il faut se déplacer au secours catholique, au secours populaire, au secours machin, en plein hiver, alors qu'il pleut, etc. Ça, c'est dur. C'était pas la joie, mais même comme ça j'insiste beaucoup dessus, même comme ça, mes parents en tout cas, et même nos parents de manière générale, en tout cas ceux issus de l'immigration, qui ont à peu près la même culture que les miens, réussissaient à nous faire sentir que tout allait bien. Donc, il n'y avait pas de problème. Ils le montraient jamais. Et il réussissait à créer cette illusion et à nous maintenir dans cette illusion. Et donc, on me moquait beaucoup sur ma façon de m'habiller. C'est pour ça que je te parlais de financièrement, ça allait pas très bien, etc. Et que j'avais peut-être des pulls qui étaient un peu courts pour mon âge. Voilà. Et donc, je me suis dit, vous verrez plus tard, je ne m'habillerai que de costumes, je ne m'habillerai que de belles choses. Et plus personne n'osera me contredire dessus. Je confirme. C'est gentil. Pour ceux qui n'ont pas l'image, il est très élégant, c'est très gentil. Sophistiqué. Mais depuis l'université, alors moi j'étais de ceux qui se forçaient, mais qui se forçaient à trouver des costumes pas chers pour n'avoir à mettre que des costumes. C'était des costumes bon marché au début. Après, on évolue au fil du temps.
Et au moins sur ce point, on pouvait plus me dire, tu t'habilles mal. Ce que je retiens, moi, de ça, c'est que tu as réussi à transformer ça en quelque chose... En fait, tu l'as transformé en une espèce de force créatrice. Mais c'est un peu de l'alchimie en réalité. Ouais. Alors, c'est pas que je baragouine un petit peu des choses qui n'ont pas beaucoup de sens, mais je vois ça comme vraiment de l'alchimie. C'est-à-dire que moi, toute ma vie, ça a été de me dire, ok, je ressens un truc négatif maintenant, comment je fais pour en faire quelque chose de positif? Et là, je vais juste faire un grand bond dans le futur, mais pour te parler un petit peu de l'examen du barreau. Il y a deux moments à cet examen-là. Tu as l'examen écrit, et quand tu le passes, tu as l'examen oral. Et quand tu passes l'examen oral, tu as une épreuve qui s'appelle le grand oral. Le grand oral, c'est quoi? C'est toi. Tu vas parler de liberté fondamentale, et d'autres choses. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver en réalité devant un magistrat, un avocat et un professeur des universités qui vont avoir pour rôle de t'interroger, de savoir si tes compétences sont là, si tout va bien, si ils estiment que tu es apte à la profession d'avocat, etc. Et c'est quelque chose de très stressant. Pourquoi? Parce que c'est un énorme coefficient. C'est limite si cette seule matière va pas déterminer toute seule ta réussite ou non, quelle que soit la note que tu as pu avoir. Donc, moi, je me suis dit une chose, je me suis dit, ok, bon, effectivement, t'as un magistrat, un avocat, un professeur, t'as deux choix. Soit tu stresses, et tu te dis, je vais me faire manger comme une brebis au milieu de carnivores et je n'ai aucune chance. Ou alors se dire, ok, pour la première fois de ma vie, je vais avoir la chance de discuter avec un magistrat, un avocat, un professeur qui sont là pour moi. Et dire ça, rien que de dire ça, j'en ai le sourire aux lèvres. Et ça m'a permis de tourner totalement le ressenti, en tout cas l'a priori négatif que j'avais, en a priori positif, et je n'avais qu'une chose, c'est vas-y, on y va, en fait, on va discuter avec eux, et je vais leur montrer de quoi je suis capable. Et rien que de dire ça, moi, ça me donne le sourire. Et ça montre que juste la perception que l'on a des choses, même une perception négative, on peut très bien la tourner en quelque chose de positif, et en faire un moteur, une force, pour avancer. Et toute ma vie, ça a été de faire de l'alchimie avec mon ressenti pour essayer d'en faire quelque chose de positif qui m'aidera à avancer. Je trouve que c'est assez joli la manière dont t'en parles, un peu poétique, de dire que c'est une alchimie. Quand tu penses à ça, toi, à ce moment-là, il se passe peut-être quelques secondes. Comment tu ressens le changement d'énergie? Il est assez instantané, en réalité. Moi, je fonctionne beaucoup à l'imagination. J'aime bien me parler à moi-même, c'est bête à dire, mais... C'est très important, en fait, de le faire. Ouais, apparemment, c'est important. On devrait le faire plus souvent. Mais j'aime bien dialoguer avec moi-même, c'est important de me dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire, tu penses quoi, voilà. Je dialogue avec moi-même. Et surtout se dire des choses positives à soi-même. Totalement. Et donc moi, quand je me parle, je m'auto-parle, je visualise beaucoup, je ferme les yeux et je fais fonctionner mon imaginaire. Ça m'aide beaucoup. En réalité, je m'étais même beaucoup renseigné sur la psychologie, etc., s'imaginer faire quelque chose, c'est déjà le faire un petit peu. Et son cerveau est déjà prédisposé à faire la chose pour laquelle on s'était déjà imaginé. À partir de quel moment tu as compris que tu voulais être avocat? Alors, c'est un peu spécial. Parce que depuis que je suis tout petit, mon père m'a dit, tu feras du droit. Et à ma sœur, étonnamment, il lui a dit, tu feras médecine. Franchement, ne me demande pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Et donc, tu y penses, comme t'es enfant, tu dis, ouais, pourquoi pas. Je sais pas trop ce que ça veut dire, faire du droit, mais donc tu te renseignes. Et effectivement, à un moment, je me souviens que j'avais vu, je sais pas, c'est un peu flou dans ma tête. Je sais pas si c'est une plaidoirie, mais je sais que j'ai vu un avocat défendre un criminel, ou en tout cas quelqu'un qui, dans ma tête, à ce moment-là, il fait une bêtise. On pense en termes enfants à ce moment-là. Donc moi, ce que j'avais vu avec le recul, c'est un avocat pénaliste qui défend son client, qui avait commis une infraction, que ce soit un délit ou un crime. Et donc moi, quand je me disais, ah ouais, ça c'est trop bien, ça c'est cool et tout. Donc quand je me disais, ouais, je voudrais bien faire avocat, pour moi, c'était en réalité, avec les mots d'aujourd'hui, avocat pénaliste. Donc ce que je sais être le métier d'avocat pénaliste. Et depuis tout petit, depuis que mon père m'a dit, toi tu feras du droit de manière assez péremptoire, on va pas laisser le choix. Mais c'est resté. C'est-à-dire qu'il ne me l'a dit qu'une fois, c'est resté et je m'y suis tenu. Alors, anecdote, très drôle, mais c'est bête à dire, hein, vraiment, j'en ai conscience que c'est bête. Mais toute ma vie, pendant toute ma scolarité, j'ai toujours été celui qui était élu comme délégué de classe. D'accord. C'est con à dire, mais vraiment. Mais parce que moi, ça me plaisait beaucoup ce délire de je vais au conseil de classe et je défends mes camarades. Et je te jure que je prenais la tâche très à cœur. Vraiment, je me souviens d'un moment
où le lendemain du conseil, un prof, je me souviens, on était en file indienne à attendre qu'on puisse rentrer dans la salle de classe, et l'un de mes profs dit aux élèves un petit peu qui étaient devant, « Ah, Ibrahim vous a très très bien défendu hier. Hein. Certains auraient perdu leur tête s'il n'avait pas été là. » Moi, ça m'avait touché de ouf, je me souviens encore de ces mots. Ça m'avait vraiment touché. Tu t'es dit, Je me dis, oh, putain, j'ai pas servi à rien. Ouais, j'ai parlé, et j'ai défendu des gens, et c'est trop bien. Mais j'avais réussi, pour quelques-uns en tout cas, à cibler des éléments de compréhension pour que, je me souviens, c'était un élève très timide, etc. Et eux n'avaient relevé que l'absence de prise de parole. Je dis, mais attendez, vous pouvez pas juste dire ça. Il est extrêmement timide, vous le voyez même pas parce que vous faites pas spécialement attention alors que c'est votre rôle, mais il se fait harceler. Vous pouvez pas demander à un élève comme ça de se montrer en classe. Il me dit, ah ouais, effectivement, t'as raison. Donc pour quelques élèves, pas forcément dans ce cas de figure, mais pour quelques élèves, j'avais réussi à cibler des éléments de compréhension que eux n'avaient pas. Et je m'étais senti utile. En l'occurrence, est-ce que tu penses que tu t'étais un peu identifié à cet élève-là ? Non, pas spécialement, même pas. Même pas, parce que... Non, je dis, c'est pas que j'ai pas d'empathie, mais il n'y avait pas d'identification, c'est juste que, pour lui, comme pour n'importe quel autre, même quelqu'un qui m'aurait harcelé, je l'aurais défendu de la même manière. Vraiment, je sais très bien quel était mon état d'esprit à ce moment-là. L'avocat en toi qui mais s'exprimait. Vraiment. Alors c'est bête encore une fois à dire, hein. Tu vois, je t'ai dit que ça allait prêter à sourire. Bah, ces histoires qui sont anecdotiques, mais au final, je trouve qu'ils sont peut-être c'est des repères. Quand même, c'est ça, c'est comme des repères dans le temps. Ouais, des petits jalons comme ça qui t'ont... C'est exactement, qui montrent qu'on suit la bonne direction. Ouais, voilà. Exactement. Mais est-ce que c'est vraiment le premier métier que tu as eu envie de faire ? Ouais, vraiment. Aussi loin que tu te souviennes. Moi, j'ai pas été très créatif à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on m'a dit du droit, j'ai dit ok, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire dans du droit, j'ai vu un avocat, je fais ok, bah ça va être ça en fait. Après, ça, je sais pas si c'est le hasard des coïncidences ou pas. Après, moi, il y a une phrase dans un film que j'aime beaucoup, que je reprends du film V pour Vendetta, je sais pas si tu connais. Oui. J'adore ce film. Où l'un des personnages, donc V, dit à un autre personnage, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que l'illusion de la coïncidence. J'aime beaucoup cette phrase, que je trouve très vraie. Donc pour moi, j'ai choisi ce métier, peut-être par hasard, ou pas, je sais pas. Mais il s'avère que, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je trouve qu'il me correspond à merveille. Vraiment. En termes de conviction, de ce que j'en fais, de ce que je peux en faire, de comment je l'exerce, c'est la meilleure des professions pour moi. Et j'aurais pas pu en exercer une autre, c'était pas possible. Impossible. Ce que je trouve génial dans ton parcours, c'est comme tu dis, voilà, il y a eu des espèces de points de repère et des étapes, voilà, qui t'ont petit à petit amené dans cette direction-là. Mais je pense aussi à beaucoup de jeunes, même beaucoup de personnes, de manière générale, qui n'ont pas trouvé cette vocation-là. Qu'est-ce que tu conseillerais dans une situation comme celle-là où tu arrives peut-être à l'issue de tes études, peut-être dans tes premières années de vie professionnelle, et où tu te rends compte que, alors, ça se passe bien, mais c'est pas le métier qui te fait vibrer, tu vois. Ou à l'inverse, tu pensais que c'était un peu écrit, tout tracé, que tu allais dans la bonne direction, et finalement, tu te rends compte que ce n'est pas l'expérience que tu espérais avoir. Alors, je vais répondre, je pense, en 2 étapes à cette question. La première, c'est pas rédhibitoire de pas savoir ce que l'on veut faire. Il n'y a pas de mal à ça. J'allais dire l'un des plus grands avocats, c'est faux. Le plus grand avocat pour moi, le plus grand, parmi les plus grands, qu'on appelait même le grand maître, c'est Jacques Vergès, qui est mort il y a quelques années. Et j'ai dévoré tous les documentaires sur Jacques Vergès. C'est l'avocat ultime pour moi, vraiment le GOAT. Il n'y a personne au-dessus. Et lui, de ce que j'avais compris en regardant les documentaires, en lisant à son sujet, c'est qu'il n'avait peut-être pas aucune idée de ce qu'il allait faire, mais qu'il n'y avait pas du tout de conviction s'agissant du métier d'avocat, qu'il n'était pas spécialement prédisposé à défendre les gens. De ce que j'ai compris, lui, c'était plus de l'histoire qu'il voulait faire. Donc rien à voir avec le métier d'avocat, rien à voir avec la défense. Et pourtant, c'est devenu le plus grand avocat de tous les temps, que je considère moi en tout cas comme étant le plus grand avocat de tous les temps. On peut se découvrir en faisant un métier pour lequel on n'avait pas spécialement de grandes convictions. Ça peut arriver. On a à qui ça arrive très fréquemment. C'est pas du tout la question. C'est pas du tout un problème, surtout. Maintenant, pour les autres, c'est très compliqué de répondre à ça parce que ça dépend en réalité de la vie de chacun, de sa vie perso, du contexte familial, du contexte professionnel, de la culture dans laquelle baigne cette personne. C'est pas les mêmes pressions. Moi, je sais que dans ma famille, si après ça, je devais dire à mon père ou à ma mère
ouais, je vais reprendre des études, quand finalement, les études d'avocat, enfin, les études de droit, pas trop, pas top, hein, finalement, donc je recommençais. Ça va pas passer. Me dire, mais là, ça va être très, très culturel. Mais je vais me manger des réflexions comme, mais regarde, à quel âge tu vas te marier, à quel âge tu vas fonder une famille, La pression sociale. ouais, t'as pas le temps de recommencer des études, c'est des pressions qui peuvent facilement ou difficilement s'encaisser selon telle ou telle personne. Donc il n'y a pas de grande solution à apporter à ça. Et maintenant, si on devait réfléchir objectivement à la situation, ce serait la suivante, ce serait ok, même si j'ai sacrifié, c'est même pas sacrifié, c'est un investissement comme un autre, 2 ans, 3 ans de ma vie dans un domaine qui ne me plaît pas, rien ne m'empêche de recommencer pendant 4-5 ans à étudier un autre domaine, c'est pas du temps perdu, absolument pas. Je vais encore avoir 30 ans de travail derrière. Même si je recommence tout après 2-3 ans, même 4 ans, même si je recommence, je vais en avoir pour 4-5 ans, certes, mais ça m'empêchera pas que je vais travailler pendant 20-30 ans dans le même domaine par la suite. Donc la question, c'est est-ce que j'ai envie de travailler pendant 20-30 ans dans le domaine qui ne me plaît pas, ou est-ce que je suis prêt, ou j'ai les capacités, ou je suis apte à recommencer et à investir encore 5 années de ma vie pour, cette fois-ci, non pas travailler 30 ans, mais 25 ans dans un domaine qui peut me plaire. Et ça, moi, j'ai pas la réponse à la question. C'est un travail à faire chez chacune des personnes qui se la posent. Comment tu choisis les facs où tu vas aller? Comment ça se déroule en fait? Je sais pas c'est quoi le nom de la plateforme aujourd'hui. Moi, c'est admission. Moi, c'est admission post-bac alors. C'est pour ça, je sais plus c'est quoi, mais donc moi, ça doit être admission post-bac. Oui. Et moi, franchement, je ne me suis pas posé de questions. Moi, j'y suis allé de manière un peu irréfléchie quasiment. Mais j'ai pas fait d'analyse de terrain, d'analyse de marché, de quelle fac me correspondrait le plus, etc. J'y suis allé à qu'est-ce qui semble le meilleur. J'ai vu la Sorbonne, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est la Sorbonne, apparemment, c'est bien. Je suis parti juste sur du apparemment et j'ai cliqué sur la Sorbonne et puis point barre. Ensuite, donc, tu commences ton cursus Ouais. En droit. Il y a des moments pendant le cursus où tu dois faire des stages. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi l'obtention de ton premier stage? Contrairement à ce que tu peux croire, parce que tu as utilisé le verbe devoir, mais il n'y a aucune obligation à faire un stage. D'accord. Aucune. C'est un peu triste. Après, c'est ça se comprend. conseillé, mais c'est pas ça. nécessaire pour valider C'est le ça. diplôme. Parce que l'université est profondément théorique. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai toujours détesté. J'ai toujours détesté l'université. Je ne supporte pas, je ne supportais pas la manière dont étaient enseignés les cours et le droit à l'université. J'ai pas la prétention de dire qu'il était mal enseigné, c'est pas du tout ça. Il est extrêmement bien enseigné, et de manière très qualitative. Je ne descends pas absolument l'université. Je dis juste que la manière dont c'est enseigné n'était pas adaptée à tout le monde, ou en tout cas pour des gens qui avaient un objectif très marqué professionnellement. Et donc, très tôt, je me suis dit, ok, il va vraiment falloir que tu fasses des stages, essayer de t'imprégner d'un peu de pratique, parce que sinon, tu vas pas tenir en réalité. J'ai pas eu beaucoup de problèmes à trouver un stage. Je me souviens, j'en ai trouvé un dans un cabinet, à Bobigny, chez 3 avocates qui étaient très gentilles, adorables, etc. Pas de souci, que je recroise encore de temps en temps aujourd'hui. Donc moi, j'ai pas eu de problème. Maintenant, j'ai pas eu de problème, certes, mais j'avais pas de réseau non plus. Moi, comme je te le disais, je viens d'une famille, c'est pas la richesse qui nous qualifie. C'est pas, voilà, on n'a pas un énorme réseau. Alors peut-être qu'en Égypte, oui. En Égypte, j'aurais pu avoir un réseau du fait de mon père, du fait de ses connaissances. Mais en France, on part sur du zéro. Donc, pas de connaissances, pas de réseau, pas spécialement, j'allais dire un bulletin, mais c'est pas des bulletins, mais un relevé de notes spécialement bon. De la même manière que j'étais un élève assez moyen à la fac, au lycée ou au collège, je suis resté un élève moyen, passablement moyen. Voilà. C'était pas flamboyant. Il n'y avait rien d'exceptionnel. J'y suis allé juste avec un peu de bagou, beaucoup de volonté, l'envie de découvrir le monde professionnel et je pense aussi un peu de chance. C'est important d'en avoir un peu de chance. Et j'ai trouvé un stage de 2 mois là-bas que j'ai fait en parallèle de mes études. Et après ça, j'ai attendu le CRFPA, qui est l'examen du barreau, le rater une première fois, faire une année de césure et retrouver un stage pendant 6 mois dans le cabinet où on fait l'interview actuellement et qui m'a suivi depuis ce stage jusqu'à ma
réussite après mon premier échec au CRFPA jusqu'à maintenant en tant qu'avocat. Là, tu es étudiant à la fac. Est-ce que tu retrouves le même type de comportement que lorsque tu étais plus jeune au collège et au lycée ? Non. D'accord. Mais c'est un autre comportement. C'est quel comportement alors ? Je dirais un comportement de rejet. Alors, je sais pas. Si je vais vraiment te parler très franchement. Je ne sais pas si j'ai été conditionné à ne voir que ça ou si ça s'est réellement passé. Je saurais pas te dire. Je sais pas si déjà dans ma vision des choses, j'étais déjà biaisé. Mais année après année, je voyais tous les Arabes, tous les Noirs, toutes les minorités s'écrémer petit à petit. Au début, on est déjà pas très nombreux, mais au fil des années, ça s'écrème, et ça s'écrème, et ça s'écrème. Je ne sais pas, encore une fois, si ma vision était biaisée, s'il y avait d'autres raisons à ces départs, ou s'ils avaient fait autre chose ou pas. Le fait est que moi, je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Donc, à côté de ça, tu as aussi le rejet. Donc, tu as déjà un premier filtre, qui est celui des compétences, ou en tout cas, je dis pas qu'on est incompétent ou autre, mais c'est que on n'a pas répondu aux critères que nous imposait la fac. Donc, tu as ce premier filtre-là, qui fait que ça écrème au fil des années. D'ailleurs, pour la petite histoire, généralement, à la fac, la première année, c'est 50% d'échecs. Comme ça, merci, au revoir, cash. Voilà. Donc, sur 1000, il y en a 500 qui passent la deuxième année. Et rebelote la deuxième. Donc, il y a déjà une grosse part qui est écrémée. Et dans cette grosse part, tu vois, je les appelle les frérots, les frères ou les sœurs, s'appelait comme ça donnait un petit peu un côté un petit peu solidaire dans la chose. Entre gens qui se ressemblent et qui peuvent se compter parce qu'on sait qu'on n'est pas nombreux. Voilà, c'est ça, exactement. En tout cas, qui peuvent te comprendre parce que tu es issu de la même culture, donc tu sais que tu viens ici et que pas forcément beaucoup de moyens, mais que tu as aussi beaucoup d'envie. Et tu les vois disparaître peu à peu, ces frérots-là, ces frères et ces sœurs avec qui tu parlais petit à petit. Et à côté de ça, tu as aussi... comment dire ? Je dirais pas que c'est du rejet de la part des autres, c'est juste que c'est compliqué de s'intégrer à un monde que l'on n'a jamais connu. En tout cas pour moi. Moi, j'ai grandi en tout cas pas spécialement dans les meilleurs lycées, pas spécialement dans les meilleurs collèges. J'ai grandi en banlieue avec une mentalité très spéciale. C'était où il y avait certains codes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il faut y vivre pour comprendre. J'ai grandi avec ces codes-là, donc c'est très compliqué de s'intégrer à un monde qui n'est pas le tien. Je dis pas que c'est impossible, mais moi déjà qui à ce moment-là était pas spécialement extraverti, même si j'avais essayé d'évoluer sur certains points, c'est très compliqué pour moi d'aller vers les autres. Un calvaire même. C'est même pas que j'ai du mal, c'est que j'y arrive pas. C'est aussi simple que ça. Je n'arrive pas à me faire des amis. C'est triste à dire. Hein. T'as l'air très sympathique quand même. Non, mais c'est d'une tristesse cette phrase, mais elle est aussi froide qu'elle est triste, et aussi simple qu'elle est triste. Je sais pas si c'était moi le problème. Peut-être que c'était moi d'ailleurs le problème. Je pourrais pas le dire. Je sais juste faire le constat. Peut-être que c'était les autres aussi le problème. Maintenant, il y a aussi ce côté à la fac, dans les facs parisiennes, quelque chose qui me répugnait. 2 anecdotes. J'aime bien les anecdotes parce que ça illustre bien un petit peu l'environnement dans lequel j'ai pu évoluer. J'aime bien aussi. Alors, je te dis pas que c'est représentatif de l'environnement, mais ça te montre que c'est ce que tu peux retrouver. Et ça, par contre, ça c'est pas rare, cette première anecdote, de retrouver ça à la fac, dans les facs parisiennes. Tu sais, on est souvent dans les amphithéâtres, et ce sont des amphithéâtres, je sais pas si ça se dit, mais en colimaçon, c'est-à-dire que t'as un banc, ensuite, un peu plus haut derrière, t'as un autre banc, et donc tu as un visuel sur l'écran du voisin d'en face, sur ce qu'il écrit. Donc t'as 2 écoles là, pour ceux qui aiment pas partager leurs cours. Quand t'es devant, ce que font les autres, c'est soit ils écrivent en tout petit, s'ils réduisent la taille Word, la taille de ta page Word. Tu sais, elle est en 100 normalement. Oui. Ils la réduisent, je sais pas, à 50 ou 40 pour la rendre illisible si ce n'est pour eux, ou alors réduire la luminosité au maximum pour éviter que le voisin du derrière regarde ce que tu fais et rattrape si jamais il a eu du retard sur ce qu'a dit le professeur. C'est dingue. Et donc moi, il était pas rare. C'est un moment, t'es là, t'écris. Tu perds le fil. Tu perds le fil. Donc tu fais ça, tu sais, t'as le petit mouvement de je vais regarder ce que le voisin du devant a écrit pour essayer de rattraper mon retard. Et tu le vois tourner très légèrement la tête, voir que il t'a vu, et là, qu'il met sa luminosité au minimum ou réduire la page. Tu te dis, ah ouais, là, c'est pas l'ambiance banlieue, hein. Là, l'ambiance solidaire, elle est pas là. Hein. Vraiment, les frérots, il y en a plus. Il y a plus de frérots, il y a plus de frères, il y a plus de sœurs. Il y a plus rien. Il y a pas d'entraide. C'est hallucinant. Mais c'est vrai, ça, c'est quand c'est gentil et démonstratif. T'as le côté aussi très perfide.
Le côté perfide, c'est oui, je suis gentil, je t'envoie mes cours, t'inquiète, mais le cours, il est bourré de fautes. Pas fautes, genre fautes d'orthographe, fautes des trucs faux. Ah, ils le refont et t'envoient volontairement. Avec des erreurs, pour faire en sorte que tu échoues à l'examen. Oui, comme ça, ouais. Et ça, par contre, ça c'est vrai, et c'est connu. C'est sabotage, ça. Mais oui, c'est totalement. Tu dis, ouais, c'est l'ambiance ghetto, l'ambiance... Alors moi, je préfère l'ambiance ghetto. Hein. Mais franchement, c'est plus je préfère ghetto que le ghetto. Ouais, là, c'est un plus... L'ambiance, là, c'est vraiment parce que nous, en banlieue, quand ça allait pas, au moins, on le disait. Oui. Tu vois, on disait, bon, je vais pas être familier, mais au moins, on était cash. Là, c'est très perfide, c'est très sournois. Ouais, c'est ça. Tu vois pas le mal venir. Exactement. Et toi, tu y vas avec la solidarité, tu dis, ouais, on s'entraide, les gars. Toi, t'es là, t'es naïf. Toi, tu partages tout ce que tu peux partager, tu donnes tout ce que tu peux donner. Pour rebondir sur le partage, c'était la seconde anecdote. Tu verras. C'est aussi ce que je te parlais avec le choc des cultures. Comme, je pense pour toi, mais aussi comme pour moi. Moi, j'ai grandi avec mon père, admettons, qui nous ramenait au restaurant, notamment quand il y avait ses amis ou des invités, etc. Les voir à la fin du repas, se lever et se battre. Limite, s'insulter presque pour dire non, c'est moi qui vais payer, c'est pas toi, il est hors de question. C'est un déshonneur si tu payes. Ça paraît de déshonneur, c'est un peu comme les samouraïs. C'est un peu ça, mais c'est un peu ça. Où tu grandis avec ça, tu te dis, ok, la norme, c'est de partager et d'être celui qui va payer pour les autres. C'est un honneur de le faire. Et je me souviens d'un moment où j'étais parti c'était une pause café. J'étais parti en pensant que j'avais un peu de monnaie. Alors, le café devait coûter quoi? 30 centimes? 30 centimes, ouais, c'est ça, 30 centimes. C'est rien, 30 centimes, t'y vas. Je pense avoir de la monnaie, j'ai pas de monnaie finalement. La personne derrière moi me fait, bah attends, tiens, je t'avance. Moi, j'ai pas capté le mot je t'avance. Ouais. Moi, j'ai pas capté déjà. Ouais. Pour moi, c'est, tiens, vas-y, je te le règle. Mais vraiment, j'avais pas capté la nuance. Lui, il avait déjà la nuance dans le terme qu'il avait utilisé. Il m'offre le café, etc. On discute rapidement. Le lendemain, rebelote. J'y vais. Et il me fait, premier truc qu'il me fait, c'est, ah, tu te souviens d'ailleurs les 30 centimes que je t'ai avancés, est-ce que tu pourrais me les rendre aujourd'hui? Et moi, alors, il faut se remettre dans le contexte. Moi, j'ai pas grandi avec ça. Moi, quand je grandissais en banlieue, t'invitais tes potes au grec, etc., tu les avançais des 5, 10 balles, 15 balles, tu regardais pas, c'était humiliant de compter l'argent que tu partageais. C'était profondément humiliant. Et parce que, à cet endroit-là, en banlieue, on a tous grandi avec les mêmes codes, la même culture. Notamment au niveau de l'argent, c'est compte pas l'argent en fait. S'il y en a un qui est en galère, tu lui donnes. J'ai connu des époques où le grec on le partageait en 4. Je l'ai payé 5 € le grec, c'est le billet avant, il coûtait 5 € le grec. C'était les bases référentielles. Ah, il y a l'inflation du grec aussi. Oui, ceci. Avant, je m'en souviens, c'était 5 €. Avec les frites boissons, 5 €. Sûr, ouais. Maintenant, ça monte jusqu'à 7,50 €. Ah ouais. Et moi, j'étais juste choqué. C'est bête, mais ça reflète beaucoup en même temps. C'est tellement banal, mais ça reflète tellement sur le choc des cultures. C'est une anecdote qui m'a tellement marqué que je t'en reparle là maintenant, des années après. Et tu dis, mais tiens, en fait, prends-les tes 30 centimes. Et tu le vois comme une humiliation, toi aussi. Mais parce que c'est deux mondes qui ne se comprennent pas, qui ne parlent pas la même langue. En réalité, il y avait un vrai problème culturel, qu'il y avait deux mondes, en fait, qui ne se comprenaient pas. C'est bête, mais les seules personnes avec qui j'arrivais à discuter, c'était des personnes issues des mêmes classes sociales ou des mêmes minorités que moi. En tout cas, d'autres minorités qui ont grandi à peu près dans le même contexte que le mien. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et se retrouver confronté à ça, alors c'est pas du racisme, hein, rien à voir, c'est pas de la xénophobie ou que sais-je. En tout cas, moi, je l'ai pas vécu comme ça. C'est juste moi qui me retrouve dans l'incapacité de dialoguer avec autrui. Avec sa différence, avec voilà, etc. Alors maintenant, ça a totalement changé, c'est plus le problème. Mais moi, ça a été un problème très marqué à ce moment-là. Et ça, je ne l'ai vu, non pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je l'ai profondément ressenti dans l'absence de mots, justement. C'est ça qui était vraiment éloquent. D'accord. Personne t'a fait de remarques particulières, c'est juste que non, tu t'es senti étranger dans ce monde-là. C'est un peu ça, ouais. Alors, j'ai vu qu'en parallèle de ton parcours, tu étais engagé dans la vie associative et notamment, tu avais créé un blog. Ouais, totalement. C'était plus dans le but de t'occuper pendant cette année de césure-là? Il y avait un peu de tout. Ouais. Il y avait moi m'occuper, avoir une visibilité sur Internet, associer mon nom à des articles juridiques, avoir une présence, faire des rencontres. Ça nous a permis de faire des rencontres avec des avocats, etc., d'en interroger certains. Donc c'est très intéressant. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu crées ton compte Twitter?
Alors, mon compte Twitter, quand est-ce que je l'ai créé? Je pense qu'on a toujours eu la même phase avec Twitter, c'est-à-dire qu'on crée son compte. 2013, si je me Ouais, mais souviens. le truc, c'est que justement, j'allais t'en parler de ça, c'est qu'on a tous eu plus ou moins la même réaction face à Twitter la première fois, c'est qu'on le crée, Ouais. on comprend rien de ce qui se passe. Du coup, C'est on clair. quitte On Twitter quitte, dans la ouais. foulée, mais dans la foulée, le jour même, et on revient 5 ans après, parce qu'on se dit, bah, j'ai utilisé ce compte-là, donc autant le réutiliser. Et on se retrouve avec un compte qui est créé depuis 5 ans, mais qu'on n'a jamais utilisé. Donc le 2013, non. Mais je pense qu'on je l'ai vraiment utilisé, je pense, en 2017. Quand j'étais un peu plus aguerri juridiquement et que je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à partager ce que je vis ou mes réflexions juridiques. En 2017, donc c'était quoi? C'était peut-être un an avant mon premier passage au CRFPA. M1, ouais, peut-être ça. D'ailleurs, en parlant du M1, c'est assez marrant parce que j'ai vu que tu avais commencé par un M1 en droit des affaires, Ouais. c'est bien ça? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est, Pourquoi droit des affaires? J'en ai aucune idée. Alors que J'en ai tu aucune idée. savais que tu voulais faire du pénal en plus. Ouais. J'en ai aucune idée. Cette période-là est un trou noir dans ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, quand je te disais au début que je suis très spontané, que je ne réfléchis pas beaucoup. Ouais, admission post-bac, voilà. la Sorbonne... Ben là, j'aurais été bien avisé de réfléchir à 2 fois avant de prendre le droit des affaires. D'accord. Je ne sais pas. Alors, toute ma vie, je me suis dit, tu vas faire du droit pénal. Toute ma vie, je me suis dit ça. J'ai adoré les matières de droit. C'est les seules matières que j'ai adorées à la fac. Ouais. Mais je savais que je l'aimais tellement que j'allais, réussir à faire quelque chose de bien avec cette matière. C'est comme savoir qu'on aime tellement une personne avant même de l'avoir connue, et lorsqu'on la connaît, on l'aime, mais parce qu'on s'est conditionné à l'aimer. C'est un peu bête à dire, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que je l'ai vécu avec le droit pénal. Je me suis tellement dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. J'ai même pas besoin d'apprendre cette matière pour savoir que je l'aime déjà. Et malgré tout, t'es allé voir ailleurs. Mais je sais pas, alors, il a juste passé quelque chose. J'ai dû discuter avec un camarade, genre 1 semaine, 2 semaines. Ouais, donc je suis parti voir ailleurs. 1 semaine, 2 semaines avant, qui me dit, ouais, le droit des affaires, il y a beaucoup d'argent à se faire là-dedans. Et je sais pas, j'ai pas réfléchi, j'ai dû me dire, ouais, bah, pourquoi pas. De toute façon, le truc, c'est que j'ai dû me dire que ça ne conditionne en rien, en réalité. Quand tu prends un M1 en droit des affaires, ça ne te conditionne absolument pas à faire ça. Tu peux faire totalement autre chose après. C'est pas le problème. Mais je regrette. J'ai pas réfléchi. Là, j'aurais été bien avisé, effectivement, de réfléchir à 2 fois avant de choisir ce truc-là. Et donc, j'ai recommencé à M1, parce que ça a été une horreur. C'était une catastrophe, ce M1. J'ai détesté. Pire année de ma vie. Vraiment pire. Je me suis dit, maintenant, on arrête tes conneries. Tu reviens à ce que t'avais prévu à la base. Et tu t'arrêtes tes bêtises et tu fais un M1 en droit pénal et sciences criminelles. Et c'est ce que je fais. L'examen du barreau, pour moi, si je ne réussis pas ça, je ne peux rien faire de ma vie. Tout simplement parce que j'ai choisi, en tout cas selon moi à ce moment-là, et je le crois toujours, une spécialité qui est le droit pénal, qui ne peut s'exercer qu'en tant qu'avocat. Et c'est pour ça que je te disais que moi, je me disais tout le temps, c'est soit tu deviens avocat, soit c'est la mort, mais littéralement. C'est soit avocat, soit la mort. Le premier passage au CRFPA, je l'ai pris, peut-être pas à la rigolade, mais avec beaucoup trop d'ego. Et j'y étais allé pas du tout avec le bon état d'esprit. Avec un état d'esprit d'un mec qui est beaucoup trop confiant pour l'importance de l'examen qu'il allait passer. Et quand je te dis que quand je l'ai raté, ça a été l'un des pires moments de ma vie, l'un des pires moments de ma vie, mais littéralement. J'avais l'impression d'être sur une autoroute à 180 km/h et de m'être mangé un mur, tu vois, sans airbag ni rien, et à m'être pris un gros choc frontal sans savoir d'où c'est venu. Pour parler honnêtement, je mets ça sur le même plan que le décès d'un des proches de ma famille. Mais vraiment. En termes de douleur émotionnelle, c'est sur le même plan. C'est peut-être horrible à dire. Ça veut dire que j'ai chialé, mais t'imagines même pas vraiment. En plus, j'ai appris ça en pleine conférence, très loin à Poitiers. J'ai appris ça alors qu'on m'avait invité à une conférence et que c'était la moitié de la conférence et que je devais attendre la fin parce que je pouvais pas partir en plein milieu. En plus, tu deviens con dans ces moments-là quand tu vois échec dans ton relevé de notes. Tu dis, oh non, il y a une erreur, il y a un bug informatique. Du coup, tu te déconnectes de ton espace personnel, tu te reconnectes, tu revois échec. Tu dis, ouais, à mon avis, ils se sont trompés encore. Ouais. Donc, tu te redéconnectes. Voilà, tu sais, c'est un peu les étapes du deuil. T'acceptes pas tout de suite. C'est ça. L'échec, t'es t'acceptes dans le déni, pas. ouais. T'es totalement dans le déni. Tu deviens vraiment idiot. Et je me suis déconnecté, reconnecté 5-6 fois. Et là, quand j'ai pris conscience que, ouais, t'as vraiment raté, frère, je me suis dit, ok, bah, ravale maintenant tes pleurs et tu vas attendre la fin. À la fin du truc, j'ai jamais autant pleuré toute ma vie. Mais au-delà de ça, il y a les sacrifices des parents. Tu vois à quel point ils se saignent, tu vois à quel point ils te le disent pas, mais qu'ils se saignent. L'attente de la famille, ils se disent, ah, enfin quelqu'un qui va réussir. Tu vois l'argent que t'as mis, parce qu'il y avait la prépa à payer, 2000 balles le truc.
en termes de leçon de vie, je pense pas m'être mangé quelque chose d'aussi dur que ça. Bon, la plus grande des gifles ne me fera pas aussi mal que ça. Et là, tu te dis, ouais, je fais le kéké sur Twitter, sur machin, je parle de droit pénal. Alors, t'as raté. Depuis que t'es même pas légitime à parler. Mais va te cacher. Enfouis-toi dans... C'est là où t'as fermé ton compte Twitter. Je l'ai pas fermé, mais je me suis très éloigné. Je crois que j'ai pas parlé dessus pendant un mois. À me dire, mais quel droit tu vas parler de droit en réalité? T'as raté. Et c'est là où je me mets une vraie pression. C'est là où je me dis maintenant, la seconde fois, il y en aura pas c'est pas une deuxième, c'est une seconde fois. Et tu la rateras pas, celle-là. Je te préviens. Et la seconde fois, j'ai réussi. Et très très bien même. Vraiment très très bien, où j'ai majoré le pénal, j'ai majoré la procédure pénale, j'ai majoré le grand taux. Bref, j'ai majoré la note de synthèse. Bref, je m'en suis sorti extrêmement bien. J'ai vraiment majoré tout. Qu'est-ce qui se passe après l'obtention du barreau? Alors, après ça, tu t'inscris à l'école du barreau. Moi, je choisis celle de Paris, mais ça n'a pas de grande différence. Donc, ensuite, tu as 1 an et demi de formation. Pendant ces 1 an et demi, tu as 6 mois qu'on appelle de PPI. C'est un projet professionnel, individualisé. Enfin bref, c'est en gros, tu fais un stage de 6 mois où tu veux, mais pas dans un cabinet d'avocat. Ou alors tu fais passer ton M2 en PPI. Ensuite, tu as 6 mois de cours où tu peux faire une alternance dans un cabinet d'avocat et 6 mois de stage final dans un cabinet d'avocat. Moi, j'ai fait passer mon M2 en PPI pour pouvoir faire un stage en cabinet d'avocat. Ensuite, 6 mois de cours où j'ai fait une alternance dans un cabinet d'avocat, donc 6 mois encore, plus 6 mois de stage final. Après mon premier échec au CRFPA, j'avais 1 année sans rien. Donc je me suis dit, je vais faire un stage de 6 mois. Et le stage de 6 mois, je l'ai fait dans ce cabinet-là, justement, auprès de 2 avocats que sont Mathieu Juglar et Georges Parastatis, que tu as vu d'ailleurs tout à l'heure. Très sympathique. Très sympathique. Et depuis, j'ai pas bougé. Moi, je me sens comme à la maison ici. Ce sont des personnes qui m'ont aidé à passer le CRFPA la seconde fois. Je leur dois aussi cette réussite. C'est-à-dire que si je l'ai aussi bien réussi, c'est grâce à eux. Georges est très dur, hein, vraiment. Peut-être qu'il écoutera ça, mais dur dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que très bienveillant, mais très dur, très rigoureux, très exigeant. Et la rigueur, je pense l'avoir obtenue grâce à lui. On entend souvent d'ailleurs que on réussit jamais seul. Toi, en l'occurrence, ces patrons que tu as eus, c'était aussi un petit peu tes mentors, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes comme ça dans ta vie, des rencontres qui t'ont accompagné? Alors, professionnellement, celui que je considère comme mon mentor, effectivement, c'est Georges Parastatis. C'est lui qui m'a accompagné, qui me suit, que je connais, qui est devenu un ami. Vraiment, maintenant, on se côtoie très souvent, très régulièrement. C'est littéralement mon mentor. C'est plus qu'un mentor, c'est un père spirituel. Je le vois un amour même que pourrait ressentir un fils pour son père. Vraiment. Donc, il a ce rôle tout désigné. Il n'y a personne d'autre. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu obtiens ton diplôme et où tu te dis « je vais me mettre à mon compte, je vais y aller tout seul » ? Je savais que je voulais me lancer. Je savais que je voulais devenir avocat pénaliste. Et j'avais déjà cette conviction que je ne pourrais pas être pleinement épanoui si je travaillais pour quelqu'un. Non, ça ne m'empêchait pas d'avoir de bonnes relations avec les personnes avec qui je travaillais. C'était pas le problème, c'est pas une question de relation, c'est une question de perception personnelle de qu'est-ce que je veux faire de mon travail. Et ce que je voulais faire de mon travail, c'était de le créer moi-même de mes propres mains, créer mon cabinet, mettre le nom de mon père sur le cabinet. Tu noteras que je dis le nom de mon père. Pourquoi ? Parce que lui m'avait toujours dit quoi que tu fasses dans la vie, je t'interdis de faire de la merde avec mon nom de famille, parce que le nom que tu portes, c'est pas ton nom, c'est le nom de toute la famille que tu portes. Donc t'as intérêt à assumer tes responsabilités et à ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je dis le nom de mon père. C'est un peu bizarre, mais c'est ce que je pense. Donc en disant ça, je m'oblige à une certaine responsabilité. Je ne peux pas faire n'importe quoi, parce que j'engage non pas que ma propre personne, j'engage dans l'honneur aussi, même si ce n'est que ma vision, c'est une vision très familiale, j'engage aussi toute ma famille et tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà, j'ai multiplié les stages, donc j'ai vraiment enchaîné des mois et des mois et des mois, parce que je n'avais qu'une envie, c'était de créer mon propre cabinet, et c'est ce que j'ai fait. Ce qui est assez rare, pas forcément assez rare, mais c'est peu courant pour un avocat de se lancer directement. Généralement, on passe par une collaboration, ce qu'on appelle une collaboration. Autrement dit, on est avocat, mais on travaille pour quelqu'un, même si on reste indépendant.
Moi, je me suis dit non, j'ai pas spécialement envie de ça. J'ai déjà travaillé, je sais. J'ai pas la prétention de dire que je serais déjà un avocat aguerri. Pas du tout. On apprend tous les jours. Je continue d'apprendre et même après 20 ans, je continuerai encore d'apprendre. C'est pas la question. Mais je me sentais capable de le faire. Je me sentais capable. Et pourtant, c'était pas les découragements que les découragements, j'en ai entendu, hein, vraiment pas mal de la part d'avocats. On t'a dit quoi, par exemple? Mais pour qui tu te prends? Tu vas pas y arriver. T'as pas de clientèle sans savoir si j'en avais ou pas. Comment tu vas faire? Tu sais pas ce que c'est que de devoir supporter les charges financières d'un cabinet d'avocats. Beaucoup de pessimisme. Moi, je déteste ça. Vraiment, ça me passe au-dessus de la tête. Tu penses qu'on t'a dit ça parce que tu étais jeune ou... Alors, voilà, bon. c'est la fameuse question. Je n'ai pas de réponse à cette Ouais. question. Je me la suis posée. Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est le reflet de l'incompétence des gens qu'ils reflètent en tout cas, la peur des gens qu'ils reflètent sur moi en se disant, moi je l'ai pas fait, il y a pas de raison qu'un autre le fasse. Je sais pas ce que c'est. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'un autre ami avait aussi annoncé qu'il se lançait, et lui, ce qu'il avait reçu, c'était des messages d'encouragement. Alors, spoiler, il était ni arabe, ni noir, ni issu d'une minorité. Est-ce que ça joue? J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Parce que moi, je suis pas... Non. Illusion de la coïncidence. Mais après, je n'aime pas cette vision des choses. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de m'accorder même pas de se victimiser. Je n'ai pas envie de m'offrir des prétextes ou des justificatifs à mon propre échec. Donc, je laisse le doute au doute. Puisque je n'ai pas de réponse, je la mets de côté. Point barre. Est-ce que tu peux nous parler du dossier qui t'a le plus fait vibrer en tant qu'avocat pénaliste? Alors, je vais te parler d'un dossier, mais peut-être pas dans le sens où toi tu le voudrais. Je vais te parler plutôt de la manière dont on l'a défendu. C'est-à-dire que ce dossier-là, c'était pas mon dossier, c'est un ami que j'ai rencontré. Je t'ai dit que je m'étais pas fait d'amis à la fac. En revanche, je me suis fait beaucoup d'amis qui sont encore mes amis, et des très très bons amis, des amis très proches. Je considère même comme mes frères, vraiment, pour les hommes, et comme des personnes, voilà, des personnes dignes de confiance, avec qui j'ai établi des relations lors de l'examen du barreau. Étrangement, aucun ami à la fac, mais beaucoup d'amis, en tout cas des amis de qualité, lorsqu'on a révisé l'examen du barreau, parce qu'on l'avait tous réussi, on avait révisé ensemble, on avait tous réussi ensemble, et c'était très court en termes de temps, mais suffisamment intense pour faire en sorte que ces liens soient particulièrement solides. Et donc, cette personne-là, ce confrère qui est devenu aussi avocat en même temps que moi, il m'a invité sur un dossier, c'était un dossier de stupéfiants. Et on s'est toujours dit, pour se motiver, quand on n'était pas encore avocat, t'inquiète pas, on va plaider ensemble, ça va être génial, parce qu'on est tous les deux pénalistes. Franchement, on a tous les deux la même motivation, la même envie, la même hargne, les mêmes valeurs un peu. On se retrouve beaucoup l'un dans l'autre. Et il m'a invité là, il y a quelques mois, pour un dossier de stupéfiants. Il m'a dit, ok, j'ai 2 clients, je peux pas défendre les deux parce qu'il y a conflit d'intérêts. T'en prends un, j'en prends un. Et on voit comment on gère le truc. Je dis ok. Et on réfléchit au dossier, etc. On trouve des nullités dans le dossier. On se dit c'est génial, on rédige les conclusions de nullité la veille ou 2 jours avant, on les envoie au procureur, etc. Le matin même, le procureur nous voit, on salue le tribunal, etc. On se bat, mais littéralement on se bat comme des lions face au tribunal pour démontrer qu'il y a bien une nullité dans ce dossier. On prend à partie le procureur qui au début nous prenait pas forcément un peu de haut, mais comme on est un peu jeune, forcément je peux comprendre qu'on se dise ok, eux ils sont tout jeunes, bon ils vont pas me poser beaucoup de problèmes. Et plus les moments passent, plus ils se rendent compte qu'on est quand même vraiment très hargneux et qu'on se laisse vraiment pas faire du tout, qu'on répond à chacun de ses arguments, qu'on rétorque, qu'on limite, qu'on coupe la parole, qu'on est même prêt à être pas insolent, mais qu'on est prêt à couper la parole pour faire valoir les droits de nos clients, etc. On se laisse pas faire, quoi. Alors je te dis pas que c'est ambiance ghetto au tribunal, mais il y a quand même, tu vois, c'est ce côté-là que j'aime bien, ce côté que j'apprécie aussi de ce que j'ai tiré de la banlieue, malgré mon côté introverti, parce que j'ai quand même tiré des choses maintenant, tu vois, que j'ai évolué, mais ce côté, comment dire, irrévérencieux. Je pense que c'est le mot juste, irrévérencieux. C'est se dire, si à un moment il faut casser les codes, ben on le fait, il y a aucun problème. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment tout donné. À tel point, comme au rassaillant, le premier truc que j'ai fait, c'est prendre la bouteille d'eau qui était sur le pupitre, l'ouvrir, et en prenant la bouteille d'eau, je vois ma main qui est comme ça, qui est tremblante. Mais littéralement, je ne tremble jamais, je suis pas sujet au stress. Moi, j'en suis sorti satisfait. Je me suis dit, je peux pas faire plus. Et c'est rare. Ils sont très rares les moments où je suis sorti d'une audience en me disant, je suis satisfait. Parce que je trouve toujours des choses à redire. Mais là, je m'étais tellement donné que je n'avais plus rien à redire sur ma propre prestation à ce moment-là. On avait tout préparé en avance.
on a même réagi à l'imprévisible, parce qu'il y a eu de l'imprévisible. J'ai plaidé avec un ami que j'aime vraiment d'un amour fou, fraternel, mais fou, vraiment. Je pouvais pas être plus comblé. Les clients étaient vraiment satisfaits, ils ont vu qu'on les avait défendus, ils ont pas arrêté de nous remercier en disant mais merci maître, merci maître, merci maître. C'est génial. Ça fait quoi de porter la robe? Est-ce que toi-même tu te portes un regard différent? Et encore plus loin, est-ce que tu sens que les gens portent un regard différent sur toi? Totalement. T'imagines même pas à quel point. Alors, tu sais, je t'avais parlé tout à l'heure, je t'avais dit que j'étais pas jaloux, mais que j'étais envieux. Tu vois, je retombe toujours sur mes pattes. Bah, quand j'étais élève avocat, même quand j'étais stagiaire et que j'accompagnais les maîtres de stage au tribunal, quand je le voyais lui sortir la robe et la mettre, je me disais mais waouh, je veux être comme ça moi plus tard. C'était pas de la jalousie, c'est pas un sentiment négatif, c'est du pur sentiment positif qui te grise toi, qui te dit ouais, faut que j'y arrive, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de rentrer au tribunal avec ma robe et la mettre. C'est ton costume de super. Mais ouais, exactement, exactement. Et comme je te disais, je retombe toujours sur mes pattes, je te parlais d'envie, mais c'était exactement ça. Et je me disais mais ouais, ils pètent tous tellement la classe, c'est incroyable. Et donc le regard que j'ai moi sur la robe, c'est un regard où je me mets dans un rôle qui m'offre des pouvoirs en réalité. C'est comme un costume de super-héros, sauf que c'est pas moi qui ai des pouvoirs, c'est la robe qui m'en offre. Quand j'ai la robe, j'ai la même robe que le magistrat. J'ai la même robe que le procureur. J'ai le droit d'être impertinent. J'ai le droit d'être irrévérencieux. J'ai le droit d'être poli. J'ai le droit d'être agacé. J'ai le droit de le faire savoir. J'ai le droit de me taire. J'ai le droit de faire ce que je veux. Je suis au même niveau qu'eux. C'est d'ailleurs Jacques Vergès, tu vois, qui, en s'adressant à un magistrat, lui disait vous parlez de puissance à puissance. C'est exactement ça. Sans je vais pas non plus, j'ai pas la prétention de dire que je me compare à Jacques Vergès ou autre. J'en suis très loin encore. Mais sans même jusqu'à aller parler de puissance. On parle d'égal à égal. C'est ça qui est magique. Et pour en terminer avec la dernière partie de ta question, c'est le regard des clients, bah bien sûr. Moi, je fais assez jeune quand même. Je fais pas non plus le vieil avocat de 20 ans d'expérience. Donc, quand je reçois des clients pour la première fois, s'ils me connaissent pas, ils peuvent être un peu circonspects, se dire bon, s'il est jeune. Alors moi, je considère que j'ai un peu d'expérience. Enfin, j'ai acquis un peu d'expérience, même avec mes stages, et beaucoup là depuis que je suis seul, depuis que je me suis lancé seul. Donc, je réussis à gérer ça. Mais effectivement, quand on les revoit au tribunal et qu'on met la robe, on voit un peu pas de paillettes, mais des étoiles dans leurs yeux en se disant, ah ouais, en fait, il est vraiment avocat. C'est bizarre, mais t'as l'impression de ne pas être avocat quand t'es en face d'eux. Ouais. Je me suis dit ça, il est quand même jeune. Et une fois que tu mets la robe, ils ont la confirmation que t'es bien avocat. En fait. C'est ça. Ah ben non, en fait, ouais, effectivement, il a la robe. C'est un vrai. Ça dégage quelque chose. On a parlé de tes rêves plus jeunes. C'est quoi ton rêve aujourd'hui? Alors, mon rêve, là, aujourd'hui, ce serait... Parce que là, mon rêve, il est pas du tout réalisé. Enfin, mon rêve, c'est de devenir avocat. Mais ça, ce n'est que le début du rêve. C'est juste le premier pas posé à l'entrée du rêve. Mais j'y ai même pas mis mon corps encore, j'y ai pas mis les 2 pieds, j'en suis qu'au début. Moi, mon but, c'est de me pérenniser dans la profession. D'être quelqu'un de compétent, de reconnu par ses pairs, de reconnu par... toute la France, même à l'instar de Dupond-Moretti. Alors, c'est pas... Je vais tempérer quand même ce que je viens de dire, parce que mon but, c'est pas la gloire, la fame, etc. C'est pas le but. Mais je me dis, mon père, quand même, il est venu à 20 ans en France, sans rien. Il s'est cassé le dos à porter des trucs hyper lourds toute sa vie. J'ai envie de lui offrir, parce qu'il accorde beaucoup d'importance à ce nom, Chalabi. Et je me dis, le plus beau des cadeaux que je pourrais lui faire, quand même, c'est de faire reconnaître ce nom dans toute la France, là où il a décidé de travailler pour élever ses enfants. Et je me dis, le plus beau cadeau que je pourrais lui faire, c'est de faire en sorte que ce nom soit reconnu comme étant le nom d'un grand avocat, d'un bon avocat, qui est reconnu à la fois par les justiciables, mais aussi par les avocats. J'aimerais vraiment arriver à ça. Et ça, c'est le travail de toute une vie. C'est pas quelque chose que je pourrais faire dans 1 ou 2 ans, pas du tout. Ça va demander des années, voire toute une vie pour y arriver. Ça va me tenir occupé, jusqu'à ma mort. Concrètement, ça va me tenir occupé. Donc voilà, je peux pas avoir meilleur rêve que ça, parce que c'est un rêve qui va... Je te souhaite que ça arrive bien plus tôt, voilà, d'ailleurs. Ouais, je te remercie. Mais donc voilà, ça, ce serait un truc un peu moins égoïste, où j'ai vraiment envie d'offrir ça à mon père et à ma famille, en me disant, voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu, et j'ai essayé de vous faire honneur. Donc j'espère y arriver, et quand ça arrivera, je l'espère,
je leur dirais, j'espère que vous êtes fiers de moi. C'est très beau ce que tu dis et j'espère et je pense, même si je ne les connais pas, que tes parents sont très fiers de toi. Je te remercie. C'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que c'est une notion qui est commune à beaucoup de descendants d'immigrés. Cette notion de reconnaître qu'on a été aidé ou qu'on a été propulsé grâce au sacrifice d'autres personnes, en l'occurrence de sa famille, et de vouloir récompenser en fait ses efforts bien plus tard. Et c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui te reste en tête, qui se manifeste peut-être pas au quotidien, mais en tout cas que ça fait partie de ton objectif de vie. Comment ça se manifeste par rapport aussi à ton rapport à ta, même pas double, ta triple culture? Est-ce que tu entretiens des relations avec tes pays d'origine? Et quelle place ça a dans ta vie aujourd'hui? Alors, comme la plupart de ma famille du côté de ma mère est en France, je ne vais que peu en Algérie en réalité. J'y vais tous les 3-4 ans. D'accord. En revanche, comme mon père est le seul de ma famille égyptienne à être venu en France, je vais quasiment toutes les années en Égypte. Alors des fois par contrainte, examen ou autre, ou empêchement ou Covid, on peut pas, mais sinon quasiment tous les ans en Égypte. Donc il y a toujours un très fort attachement au pays d'origine. J'y vais pas pour me ressourcer, j'y vais juste pour revoir ma famille. J'y vais même pas pour moi, j'y vais pour eux. Parce qu'ils m'attendent année après année en me disant t'es resté très peu, on attend, t'es resté 2-3 semaines, c'est très peu, mais maintenant on est obligé d'attendre 1 an avant que tu reviennes. Et j'y vais aussi pour moi, parce que ça me fait plaisir de les revoir. Mais c'est aussi, quelque part, un petit peu par obligation, parce qu'ils m'attendent en réalité, parce qu'ils le disent, ils me le disent, quand est-ce que tu reviens nous voir, tu nous manques, ta famille elle est aussi là, ta terre c'est aussi la terre égyptienne, reviens nous voir, t'as aussi, t'as aussi ta vie ici, faut pas l'oublier. Donc c'est aussi par devoir culturel, devoir vis-à-vis de mes parents que j'y retourne année après année et que j'essaye d'établir un lien qui se pérennise dans le temps là-bas, notamment en Égypte. En Algérie c'est un peu plus compliqué parce que comme je te le disais ma famille est ici, alors qu'en Égypte j'ai tout à construire là-bas plutôt. Aujourd'hui tu travailles dans un cabinet parisien, dans un bel appartement typiquement parisien du 17e arrondissement. J'imagine que tu habites à Paris aussi. Ouais. Ça fait quoi cette première fois où tu entres dans ton appart à Paris, où tu mets les pieds dans un cabinet parisien et tu te dis c'est mon lieu de travail, c'est là où je suis, c'est ce que je suis aujourd'hui, quand tu sais que tu as grandi dans un HLM? Tu ressens quoi à ce moment-là? Le premier truc qu'on ressent, franchement, c'est un énorme sentiment d'accomplissement. C'est comme si tout le stress retombait et qu'on ressent le contre-coup, mais un contre-coup ultra positif. On n'a plus de force, plus d'énergie, mais on se dit ouais, j'ai fait tout ça pour ça. Je le sens maintenant, c'est palpable, ça a de la consistance. Je le vois, je peux toucher les murs, c'est à moi. Je peux travailler ici. Et le premier truc que tu fais, mais je pense que c'est aussi, on en revient toujours à ça, mais c'est aussi très culturel, c'est que tu as envie de le partager avec les autres. Les premières personnes avec qui tu as envie de le partager, c'est ta famille, tes parents, ta mère, ta sœur. Tu leur dis venez voir mon cabinet. Tu profites pas tout de suite de ton installation. Le premier truc que tu fais, c'est faire profiter aux autres de ce que tu as réussi à construire. Et après, tu reviens un petit peu à la dure réalité. Mais dans un premier temps, c'est juste beaucoup de bonnes émotions. Il y a vraiment, si je vous assure, hein, vraiment, et là je parle à tous ceux qui pourront écouter, le bonheur qu'on ressent, il est 1000 fois plus intense, 1 milliard de fois plus intense que toutes les peines que l'on peut endurer. Vraiment. C'est-à-dire que si même je devais endurer 2 fois, 3 fois, 10 fois plus de peines que celles que j'ai endurées pour le même plaisir, mais je le referais, sans hésiter. C'est pas du tout comparable. Dernière question. Tu dirais quoi aujourd'hui au jeune Ibrahim? Qu'est-ce que je pourrais dire au jeune Ibrahim? Alors ce que je pourrais lui dire, mais ce que je vais lui dire, c'est comme si j'étais l'ego du jeune Ibrahim à ce moment-là. C'est juste de beaucoup lire, vraiment, de beaucoup lire. De ne pas trop faire attention aux critiques. Je sais qu'il va faire les choses, je sais qu'il va s'écraser, je sais qu'il va foirer par moments, je sais qu'il va pleurer, je sais qu'il va chialer, je sais qu'il va avoir quelques moments de bonheur, mais c'est pas ça le plus important, en réalité. Vraiment, le vrai conseil que je pourrais lui donner,
C'est juste sont des conseils vis-à-vis de ma famille, de mes parents, de ma grand-mère, de profiter un maximum d'elle, de ma grand-mère. Alors c'est pas des conseils qui vont profiter aux autres, quoique on peut toujours en tirer quelque chose, mais juste de profiter de ma famille. Parce qu'un accident est vite arrivé, parce que des morts sont vite arrivés, que ça fait très mal, et que la dernière chose qu'il nous reste par moment, c'est aussi parfois beaucoup de regrets, et qu'on regrette les mots qui ont été dits beaucoup trop haut, les appels qui n'ont pas été passés, la paresse quand on voit un numéro de téléphone et qu'on ne répond pas. C'est très dur de vivre avec tout ça, même s'il y a eu 90% de bons moments, lorsque ce sont des personnes qui ont un impact tout particulier pour nous. Moi, par exemple, c'est ma mère et ma grand-mère, qui aujourd'hui sont plus là. Moi, ma grand-mère qui a pas eu l'occasion de me voir comme avocat, ma mère a pu, et juste après, elle s'est éteinte. Et se dire qu'il peut y avoir des regrets vis-à-vis de ça, c'est juste horrible. Donc c'est le seul conseil que je pourrais lui donner. Et si ça peut profiter aux autres, bah tant mieux. Merci beaucoup, Ibrahim. Pas de quoi. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que t'as kiffé ce premier épisode. Perso, j'ai adoré ma rencontre avec Ibrahim et l'énergie positive qu'il dégage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Maître Chalabi. Pour continuer à suivre les pas d'Ibrahim, je t'invite à le retrouver sur son site internet chalabiavocat.com et à le suivre sur Twitter @chalabi_Ibrahim. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. En attendant, tu peux m'écrire sur Instagram @l'escalierpodcast si tu souhaites me recommander un héros de ton quartier ou simplement me poser une question. Et surtout, reste motivé et continue de monter.